Au sommaire de ce journal, le gouvernement congolais a condamné les actes de barbarie survenus à l'occasion de la rupture du jeûne du Ramadan. Après la réunion de sécurité d'urgence, les membres du gouvernement étaient au chevet de quelques blessés hospitalisés. Vous suivrez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. 500 millions de dollars, c'est le montant mis sur la table pour la réalisation du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa. Le projet Kin Elenda permettra de renforcer notamment les capacités de Kinshasa dans la gestion de la ville. Et dans l'actualité internationale, le bilan des affrontements en cours entre le mouvement palestinien Hamas et Israël a dépassé les 100 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion virtuelle ce week-end pour tenter de trouver une sortie de crise. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Heure enregistrée entre deux camps musulmans au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa lors de la clôture du jeûne du Ramadan. Le Premier ministre Jean-Michel Sama a demandé la tenue d'une réunion de sécurité d'urgence dirigée hier jeudi à la primature par la vice-première ministre en charge de l'environnement Eve Bazaïba. Les comptes rendus avec le ministre Patrick Mouyaya. Nous avons 46 policiers qui ont été blessés, dont 8 qui sont dans un état grave. Certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie de certains. Nous déplorons également beaucoup des pertes matérielles parce qu'il y a une Jeep de la police qui a été calcinée. Et justement, après cette réunion, Eve Bazaïba a conduit la délégation des membres du gouvernement et des autorités provinciales au HJ Hospital pour réconforter les blessés. Nous sommes tous choqués de voir la barbarie avec laquelle on a touché au symbole de l'État. Vous savez que les policiers sont ceux qui sortent matin et soir pour nous protéger. Et lorsqu'ils sont sortis de la maison, ils ont laissé femmes et enfants subir un tel sort parce qu'ils allaient sécuriser les autres compatriotes qui devaient célébrer la fin du Ramadan. C'est totalement inacceptable. Le gouvernement va s'engager à suivre de près Et les heurts au stade des martyrs ont suscité beaucoup de réactions et d'indignation des Congolais. Les images partagées sur Internet sont d'une cruauté inouïe et sans précédent. Depuis l'extérieur du pays, l'ancien ministre délégué des Congolais de l'étranger n'a pas caché son étonnement. Mes condoléances à la police nationale congolaise et à la police de la ville de Kinshasa à travers son général Kassongo. Mes condoléances les plus attristées. Nous sommes, toute la nation, est triste par rapport à ces actes de barbarie d'un autre âge qui n'ont jamais existé dans notre pays. Aucune confession religieuse n'a osé poser de tels actes. C'est nouveau ce qui arrive dans notre pays. Et nous devons nous lever contre ce genre d'idéologie extrémiste qui risque de plonger pour longtemps notre pays dans la division. Et ça, nous disons non. Dans l'absolu, les deux communautés devraient plutôt travailler pour un pouvoir intemporel, un pouvoir divin. Mais ils se battent pour un pouvoir humain. Ça pose question, d'abord, de la marche à suivre pour les deux communautés et à l'État aussi. Nous demandons à l'État, particulièrement au ministre de l'Intérieur, de prendre des mesures fermes, sans état d'âme, ferme, mais très ferme, pour que plus jamais, ce genre de choses ne puissent se répéter sur notre sol. Et dans l'actualité également, il aura passé moins de 24 heures à Kolwezi dans le cadre de sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa ce vendredi matin où là-bas, le chef de l'État a inauguré le siège provincial de la Banque centrale du Congo après la promesse de réviser certains contrats miniers.
Et on se rend à l'Assemblée nationale pour prendre la réaction du député national Luquin Kassongo, auteur de la deuxième proposition de loi modifiant et complétant le code pénal après son vote à l'Assemblée nationale. On l'écoute. Ce traité créateur de l'OHADA a fait une obligation aux États signataires de ce dernier de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires afin que le droit au OHADA s'applique sans faille dans leurs États respectifs. Mais il y a une spécialité ou une spécificité que le droit au OHADA a laissé à la compétence des États. L'article 5 du même traité au OHADA consacre un principe dualiste. Comme vous le savez, les actes uniformes définissent les actes infractionnels. Mais on laisse la latitude à chaque État, à chaque pays, de pouvoir fixer les peines correspondantes à ces infractions-là. L'OHADA a justifié cette absence de peine par le fait que la politique criminelle relève de la souveraineté de chaque État. Et la fixation de peine varie avec la mentalité de la population. Un acte qui peut être admis dans tel endroit peut être désapprouvé dans tel autre endroit. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas sanctionner de la même manière dans 17 pays. Chaque État a ses réalités, chaque État a sa politique. Il fallait laisser à chaque pays, à chaque parti État, de pouvoir maintenant définir les infractions et les peines qui doivent être appliquées aux infractions qui sont définies dans les actes uniformes OHADA. Initié par la ville de Kinshasa et la Banque mondiale, le projet Kin Elenda arrive à sa phase décisive. La signature de l'accord de financement est intervenue dans la salle des réunions du ministère des Finances. C'était entre autres d'une part la Banque mondiale et de l'autre côté la RDC représentée par le ministre des Finances, celui de l'urbanisme et habitat, ainsi que le gouverneur de la ville. Un projet qui va donner de l'emploi à plus de 170 000 personnes. Présent à cette cérémonie, comme autorité de la ville, bénéficiaire de ce projet, le gouverneur Jantini Ngobila a félicité le président de la République, Félix Tshisekedi, qui, grâce à son leadership, a permis à la République démocratique du Congo de renouer avec les institutions de Bretton Woods. Puis, il a renseigné que le coût de ce projet s'élève à 500 millions de dollars américains, dont 250 millions de crédits concessionnels et 250 millions autres de dons. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est une journée historique qui vient concrétiser ce que nous avons fait, ce que nous avons commencé avec la Banque mondiale. Les 500 millions de dollars vont servir à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ici dans la ville de Kinshasa. L'accès à l'eau potable, l'amélioration de la fourniture en électricité à travers la ville et les 500 millions, comme je venais de le dire, vont favoriser également l'inclusion socio-économique des personnes vulnérables avec le système IMO, c'est-à-dire la haute intensité de la main-d'œuvre. Et attendu depuis quelque temps, c'est la finalisation de l'usine de traitement de l'eau d'Ozone, qui est déjà en cours. Et ce projet va permettre de financer la troisième et dernière phase. Donc voilà pour les prochaines étapes. Mais ensuite, les 500 millions de dollars, ils sont engagés à partir du moment où on passe au conseil d'administration et où le projet est approuvé par le Parlement. Et ensuite, il est décaissé pendant 4 ans. Pour sa part, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou a encouragé le gouverneur Ngobila car, a-t-il renchéri, c'est une première pour la ville de Kinshasa et les choses bougent pendant le mandat du gouverneur Ngobila. Après sa présentation au prochain conseil de ministres, ce projet sera renvoyé au Parlement pour être approuvé avant son exécution dans une durée de 4 ans. Et 154 organisations de la société civile et mouvements citoyens ont demandé au président de la République de mettre en application le code minier révisé de 2018 pour le retour du pays dans ses droits. Ces 164 sociétés civiles commencent par informer que le Congo n'est pas à vendre et créé conjointement par Elisabeth Kaessien, fondatrice de l'ONG Resource Matters.
quelques diplomates américains ainsi que les lobbies financiers occidentaux pour appuyer les pillages des ressources minières par les sociétés TFM, Rwashi, Sicomine et KCC et retour au code minier 2012. Ces associations des sociétés civiles continuent que les sociétés étrangères TFM, Rwashi, Sicomine et KCC ont hypothéqué les concessions minières à des banques à l'étranger pour ramener des prêts au lieu des capitaux afin d'apporter des dividendes, des impôts à l'État et ne contribuent au budget national à moins de 17%. Elles insistent que le Congo n'est pas à vendre et financé par les sociétés étrangères qui pillent les ressources minières comme TFM, Rwashi, Sicomine et KCC pour obtenir la révision du code minier de 2018 en faisant pression sur le président Félix Tshisekedi afin de faciliter le pillage des ressources minières. Pour ces 154 associations de société civile, en 2019, le président Félix Tshisekedi avait décidé de structurer et réglementer l'exploitation artisanale du cobalt qui représentait hier 30% du produit exporté illicitement et qui ne profitait pas aux populations locales car les sociétés étrangères TFM, Rwashi, Sicomine et KCC sont animées de mauvaise foi en voulant gagner les 80% de l'exploitation et que le Congo n'est pas à vendre une structure d'Elisabeth Kassien qui instrumentalise quelques jeunes Congolais en miroitant avec quelques billets des banques, visas européens et font des campagnes pour la non-application du code minier révisé en 2018. Ces associations des sociétés civiles demandent au président Félix Tshisekedi de ne pas écouter ces sociétés étrangères qui pillent les ressources minières et qui utilisent certaines organisations de la société civile congolaise dont Congo n'est pas à vendre pour saper les efforts dans ce domaine minier afin que le pays soit doté d'un budget national à la hauteur de sa grandeur continentale et son éminence richesse minière longtemps marginalisée par des sociétés étrangères. Et depuis ce jeudi, le Conseil national de la société civile a vu le jour pour appuyer la gouvernance publique. Les auteurs de cette initiative évoquent l'inadéquation entre les ressources du pays et le quotidien de la population. Christopher Ochokoum. Changer la donne, c'est la vision du Conseil national de la société civile qui a vu le jour ce jeudi 13 mai à l'hôtel du fleuve Congo. À la manœuvre, tout acteur citoyen engagé pour le suivi et l'accompagnement de la gouvernance de la République. Dans son mot de circonstance, Joseph Kinzo est clair, il n'est pas normal que notre hymne national demeure en inadéquation avec les réalités du quotidien. On ne peut pas utiliser les mêmes moyens pour penser avoir des résultats différents. Il est temps que la société civile, il est temps que les églises, les confessions religieuses, tout acteur citoyen puisse penser comment appuyer l'action gouvernementale ou comment faire face à tout ce qui est velléité que nous vivons dans ce pays qui ne permettent pas au pays de pouvoir décoller. Il est inacceptable de voir tout ce que nous avons comme ressources dans ce pays, qu'on appelle scandale géologique au niveau global, mais quand on voit la misère que vit la population, on se pose la question de savoir à qui la faute. Nous avons toujours décrit la gouvernance du pays, mais on se pose la question de savoir est-ce que nous, en tant que citoyens, nous jouons aussi correctement notre rôle. Le Conseil national de la société civile, qui rassemble plusieurs mouvements en son sein, compte. Et en dehors de nos frontières, un mot sur l'actualité relative au conflit israélo-palestinien. L'armée israélienne s'est rétractée et a démenti l'information selon laquelle ses soldats seraient entrés dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un problème de communication en interne, a-t-elle précisé, alors que le bilan de ces frappes dans ce territoire palestinien a franchi la barre des 100 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion virtuelle ce week-end pour tenter de trouver une sortie de crise en présence de représentants israéliens et palestiniens. En sport, c'est connu depuis hier, Hector Cooper est le nouveau sélectionneur des Léopards de la RDC. L'Argentin succède à Christian Ntsengi Biembe et a pour mission de qualifier l'équipe de la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022. Place au rappel des titres à présent.
Le gouvernement congolais a condamné les actes de barbarie survenus à l'occasion de la rupture du jeûne du Ramadan. Après la réunion de sécurité d'urgence, les membres du gouvernement étaient au chevet des quelques blessés hospitalisés. Et 500 millions de dollars, c'est le montant mis sur la table pour la réalisation du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa. Le projet Kin Elenda permettra de renforcer notamment les capacités de Kinshasa dans la gestion de la ville. Dans le monde, le bilan des affrontements en cours entre le mouvement palestinien Hamas et Israël a dépassé les 100 morts dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une réunion virtuelle ce week-end pour tenter de trouver une sortie de crise. Restez avec nous, la suite de l'actualité, c'est dans la revue de presse. Et voilà, c'est une présentation signée Jenny Kayembe qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Jenny. Merci Gaëtan Koubabouandi, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, le Ramadan clôturé dans le sang hier à Kinshasa. Effectivement, 46 blessés, dont 8 graves et 1 policier tué. 11 véhicules de la police endommagés, selon le général Silvano Kassongo, cité par la Prospérité, à la suite des incendies survenus au stade des Martyrs. En marge de la clôture du mois de Ramadan, 34 personnes ont été interpellées et seront déférées devant la justice afin de répondre de leurs actes. En tout cas, c'est la décision prise par les membres du gouvernement central au cours d'une réunion d'urgence hier. Les blessés ont été acheminés et pris en charge à l'hôpital HJ dans la commune de Limité. Complète la consoeur. Des réactions fusent de partout. Gaëtan à ces sujets. La première est celle de Christophe Mbossonkodia, repris par Forum des As, qui s'est indigné devant ces actes et appelle le gouvernement à procéder aux sanctions pour servir tous les auteurs de ces troubles. Même réaction pour Ingele Ifoto, cité par la Prospérité, qui condamne avec la dernière énergie la mort tragique d'un policier. La communauté islamique de la République démocratique du Congo connaît une crise de succession depuis quelques années entre les deux factions rivales au sein de l'unique association représentant les fidèles. L'affaire est en cours devant des tribunaux, mais aucune décision judiciaire définitive n'a été donnée par la justice, rappelle RTBF.be. Et Jenny, il y a aussi cet autre sujet sur lequel on n'a pas fait une fixation suffisante. Félix Tshisekedi annonce publiquement son intention de briguer un deuxième mandat, un sujet qui suscite beaucoup d'analyses. Tout à fait, c'est à l'issue d'un meeting à Lubumbashi au cours duquel il a évoqué son avenir politique à la fin de son quinquennat. Le chef de l'État n'a pas non plus mâché sur ses intentions. Il compte bien briguer un deuxième mandat. Note actualité.cd. Je vais vous présenter un programme qui prendra en compte tous les territoires du Congo. Vous verrez comment nous allons changer les Congos d'ici aux élections de 2023. Je vais vous revenir pour vous demander si vous êtes content de ma gestion jusqu'en 2023. Accordez-moi encore vos voix pour que je continue, a-t-il ajouté. Gaëtan, nous espérons bien que les élections auront bel et bien lieu en 2023 puisque les pressions sur la tenue des élections en 2023 s'annoncent déjà des part et d'autre. Silica, des organisations de la société civile, les partis politiques et l'ASINCO qui ont alerté ces dernières semaines sur les retards déjà enregistrés dans les préparatifs des prochaines élections. La situation politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo amène plusieurs analystes à prendre position. Dans sa 27e tribune, Adolphe Mouzito, cité par la Prospérité Online, avait demandé au pouvoir de prendre toutes les dispositions pour lancer les processus électoraux dès le début du mois de mars 2021 pour la convocation des discussions entre parties prenantes afin de ne pas se donner les prétextes de reporter les prochaines élections, chose qui n'a pas été faite jusque-là. Gaëtan Koubabouandi, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, avait également suggéré que les questions relatives à la réforme électorale soient prises en compte à temps si l'on ne veut pas un nouveau glissement, renchérit les sites.
Très intéressant comme sujet, Jenny Kayembe. On termine à Madagascar où on parle d'une grave crise alimentaire en plein Covid-19. Oui, Gaëtan, c'est l'une des catastrophes dans le monde moins médiatisées. À Madagascar, 1,5 million de personnes sont frappées par une grave crise alimentaire et ont besoin d'une aide urgente, rapporte France24.com. Des dizaines de personnes sont déjà mortes de faim en cause de la sécheresse sans précédent qui s'est abattue sur le nord de l'île de ces dernières années et a détruit la quasi-totalité des cultures, alors que le programme alimentaire mondial demande une aide d'urgence de 62,45 millions d'euros. La situation est si dramatique, la plupart d'enfants, adolescents et personnes n'ont plus que la peau sur les os et semblent anesthésie, ajoute les sites. À cette situation, Gaëtan, s'ajoute la deuxième vague de la Covid-19. Le Conseil des ministres a décidé d'assouplir les mesures de suspension aérienne sur les territoires. Madagascar a fermé ses frontières aux vols étrangers depuis 3 semaines pour cause et des variants sud-africains, renseigne Radio France Internationale. Le Conseil des ministres indique que ces passagers devront se mettre en quarantaine pendant 8 jours à leur arrivée. Merci Jenny Kayembe pour cette très belle revue de presse. Merci à vous autant. Fin de ce journal, merci à vous tous de votre fidélité. N'oubliez pas de garder votre joie tous les jours. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.